C'est dimanche, c'est 11 h, mais surtout c'est bientôt Noël, The Most Wonderful Time of the Year, comme le clamait haut et fort Andy Williams. La saison des illuminations, des marchés faits main made in China, du vin chaud, des mandarines, des musiques qu'on se languit d'entendre le reste de l'année, mais surtout ces chefs-d'œuvre cinématographiques et télévisuels qui viennent magnifier la période enchantée des fêtes. Et parmi les films incontournables de la période, il y a bien entendu Maman, j'ai raté l'avion, et surtout sa suite trop sous-cotée qui se réinvente totalement avec une audace folle, se classant à la hauteur des plus grands noms du cinéma. Mais d'abord, le sponsor de la vidéo, les Papas Noël de cette chaîne qui ne cessent de nous régaler, NordVPN. C'est bon. Bravo H, si tu vois ce message, c'est que tu es en vie, et donc je dois une pinte à F. Quoi? Mais pourquoi? Parce que t'es un gros nœud incapable de nouer ses lacets? Mais vous m'entendez là? Non, mais j'ai anticipé toutes tes questions. Ah. Bien, nous n'avons pas une minute à perdre. Il faut que tu te changes, tu es trop repérable dans cette tenue. Ah bah ça tombe très bien puisque justement j'ai reçu une carte Amazon. Et d'où tu crois qu'elle vient la carte Amazon? Je sais pas, j'ai beaucoup de grand-mère. Mais c'est pas possible, tu suis rien pendant les briefs ou quoi? En ce moment et jusqu'au 9 janvier 2024, si tu prends un abonnement NordVPN depuis la France ou la Belgique, tu reçois une carte cadeau Amazon.fr d'une valeur croissante en fonction de l'abonnement choisi. Je t'avais tout noté ici. Ah mais c'était ça! Ah bah oui, c'était pas pour tes états de service. Bref, change-toi vite. Par contre, comme on est un peu ric-rac niveau budget, essaye de te connecter via différents serveurs à travers le monde, hein. Souvent c'est moins cher si tu te connectes dans un pays à côté, c'est toujours ça de prix. Hein? Mais comment je fais ça? Voilà, donc moi de mon côté si tu veux, j'avais parié que t'étais trop gland pour t'en sortir, mais en fait t'es même trop nul pour utiliser le matos. Donc je t'ai installé NordVPN sur ton téléphone, et donc tu as juste à cliquer sur un des 5000 serveurs dans le monde. Et ça sert à quoi? Quoi, NordVPN ou changer ta localisation? Ben je sais pas, les deux. NordVPN a chiffré ta connexion pour éviter de te faire pirater comme hier soir quand tu t'es connecté à partir d'un site chelou via le wifi de l'hôtel. D'ailleurs, t'as cliqué sur un logiciel malveillant. Ah merde, on s'est fait pirater du coup? Non, heureusement non. Non, c'est bon, NordVPN l'a reconnu, filtré et dégagé. Et ensuite, comme je t'ai dit, ça te sert à te changer de pays virtuellement pour tout un tas d'usages, comme te connecter en Belgique par exemple. En Belgique? Pourquoi on voudrait aller en Belgique, même en virtuel? Mais pour regarder la Formule 1, voyons. Mais c'est fini la F1. Oui, mais ça va revenir en 2024. Et si ça te plaît pas, tu peux aussi te connecter au Mexique pour les telenovelas, ou au Japon pour leur catalogue Netflix exclusif. Donc moi, ce que je te conseille, si tu veux bien profiter de cette offre de Noël, clique sur le lien en description pour profiter d'un abonnement de 2 ans à NordVPN avec 4 mois gratuits et une carte cadeau Amazon. Mais d'abord, faut te sortir de ce merdier. Allez, vite. Pourquoi vite? Parce que tu n'as que jusqu'au 9 janvier pour pouvoir profiter de la carte cadeau Amazon. Et parce que, accessoirement, tu dois te barrer avant de te faire repérer comme un faisant. On dit souvent que les suites sont toujours moins bonnes que les originaux, mais c'est faux. On a plein d'exemples qui prouvent le contraire. Terminator 2, Retour vers le futur 2, Le Parrain 2, L'Empire contre-attaque, Le Fils du Masque. Et c'est encore plus vrai avec le film d'aujourd'hui, Maman, j'ai encore raté l'avion. Alors, Maman, j'ai raté l'avion, Home Alone, Seul à la maison, pour son titre original, et le plus gros hold-up de l'histoire du cinéma. 15 millions de dollars de budget, 550 millions de dollars de recettes. C'est le film qui a détrôné le précédent recordman, un certain James Bond contre Dr. No. James Bond, meilleure saga de tous les temps. Bon, même si d'un certain point de vue, ok, ça reste encore en dessous, ça dépend de comment on compare les chiffres. Oui, Kevin a remporté 10 fois plus que James, mais l'espion britannique a remporté 60 fois sa mise avec Dr. No, là où Maman, j'ai raté l'avion ne fait que 30 fois. Voilà, ce qui reste tout à fait correct. Mais bon, de toute façon, la question ne se pose pas, puisqu'entre-temps, un certain projet Blair Witch est arrivé et a tué le game en remportant plus de 4000 fois la mise de départ. Mais bref, voilà, Maman, j'ai raté l'avion, c'est un carton absolu. Et bien entendu, avec un casse pareil, les producteurs en redemandent, il faut presser le melon juteux jusqu'à l'assèchement. Maman, j'ai raté l'avion engendrera donc pas moins de 5 suites à l'heure actuelle, en attendant avec impatience la suivante. Maman, j'ai encore raté l'avion, 2 ans plus tard, en 92, et dont nous allons parler aujourd'hui. Puis Home Alone 3, Maman, je m'occupe des méchants en 1997, qui reprend la même mécanique, mais avec des personnages totalement différents. Home Alone 4, Maman, je suis seul contre tous, qui voit le retour tant attendu par les fans de Kevin McAllister, mais qui est incarné par un autre acteur. Home Alone de Holiday Heist, Maman, la maison est hantée, ou Maman, des fantômes ont volé nos cadeaux pour nos amis québécois. Tout un programme. Avec Malcolm McDowell dedans quand même. Et Home Sweet Home Alone, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence en 2021, où là, en vrai, j'ai pas envie de savoir.
Il manque plus qu'un maman, il y a des requins mutants ninja qui violent papy dans la cave, mais je gère le steak. Et pour l'affiche, on fait dans l'original à chaque fois. Hein. C'est important de se renouveler, voilà, donc on change le gamin à chaque fois. Ça va être une telle fierté de bosser sur des trucs pareils. Bref, pour ce nouvel épisode, donc, Maman, j'ai encore raté l'avion, on prend les spectateurs totalement dépourvus avec un scénario 100% original qui ne reprend aucune des bases du premier, contrairement à ces sombres étrons sans originalité que sont Retour vers le futur 3, Le Retour du Jedi ou Highlander 3. Aux commandes, on retrouve l'incontournable Chris Columbus, à qui on doit notamment des petits succès confidentiels, hein, comme les 2 premiers Harry Potter, Mrs. Doubtfire, La course aux jouets, mais encore les scénarios de Gremlins ou des Goonies, rien que ça. Et bien entendu, la découverte de l'Amérique. Ah bah si, Chris Columbus. Ouais, vous êtes jamais allé à l'école ou quoi? D'ailleurs, c'est le nom de sa boîte de prod, 1492 Productions. Comme par hasard. Donc oui, c'est lui qui a géré le scénario de Gremlins, des 2 premiers Harry Potter ou de La course aux jouets. Donc autant vous dire que les films de Noël avec des gamins, le mec sait gérer. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, Chris Columbus est également producteur sur beaucoup de films que vous avez pu voir, dont notamment un de mes films chouchous, La couleur des sentiments, avec une magistrale Bryce Dallas Howard en Karen exécrable. Oui, je sais, c'était un pléonasme. Au casting, on retrouve dans le rôle de Kate McAllister, la plus mauvaise mère du monde, Catherine O'Hara, qui a triomphé dans pas mal de films d'animation. Non, il n'y a absolument aucune vanne, totalement au premier degré, c'est tout aussi noble, il n'y a pas de souci. Dans le rôle du père inutile, John Hurt, qu'on connaît tous pour ses rôles absolument inoubliables dans des films majeurs, je vais pas les citer, il y en a trop, dont Chud. Sans déconner, il y a vraiment un film qui s'appelle Chud. Non, rien. Non, c'est juste le prénom d'un de mes potes. Non, c'est lui qui m'a offert ça, là, cette petite pierre, là, je vous en parlerai un peu plus tard, voilà, c'est Chud. Daniel Stern, qui reprend le rôle de Marvin, qui lui aussi a une filmographie absolument incroyable, puisqu'on le retrouve notamment dans Chud encore. C'est une blague. Tout le monde a joué là-dedans ou quoi? C'est pas possible. Faut absolument que je le voie du coup. Bref, Daniel Stern. Également un certain Joe Pesci, je sais pas. Bon, lui, je crois qu'il a pas vraiment de film marquant à son actif. En tout cas, son nom ne dit rien. Et de retour dans la peau de Kevin McAllister, l'un des plus grands de sa génération avec Will Wheaton, l'incomparable Macaulay Culkin. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un d'autre dans le monde qui s'appelle Macaulay. Voilà, d'où ça vient. Bref, c'est parti, montez le volume et rendez-vous tout de suite en fait. Le film commence dans un joyeux bordel, dans une joyeuse effervescence familiale, avec des chiens dans tous les sens, des cousins, des cousines, des tatas, le grand frère pas du tout cliché, bien bourrin comme on aime, et un très subtil placement de produits pour Coca-Cola, là où Pepsi avait remporté la mise dans le film précédent. Kevin joue avec son nouveau jouet, un dictaphone qu'on sent pas du tout qu'il va être très utile par la suite. 200 points, bravo! Tout le monde se prépare à partir, et le père récupère les batteries du caméscope en débranchant le réveil. Ouais, à l'époque, quand tu débranchais le réveil, il revenait à 12h et il clignotait. Voilà, il fallait tout régler. Et Kevin enregistre le tonton sous la douche et qu'on sent pas du tout non plus que ça va être très utile par la suite. Sors tout de suite de la douche, te flanque la barbe du siècle! L'éducation positive, ce n'est pas du tout du laxisme. La famille se rend au spectacle de Noël communal et le meilleur grand frère du monde très protecteur ne peut pas s'empêcher de mettre Kevin en avant. Kevin qui le prend très mal et ruine la fête. Dudley présente alors ses excuses de manière pas du tout hypocrite. Je tiens à présenter mes excuses à ma famille. Et Kevin les envoie chier de manière un petit peu malpolie quand même. Je ferai pas d'excuses. Très beau message en tout cas en faveur du harcèlement. N'hésitez pas à tyranniser les plus petits. On fait une crasse, une petite excuse qui va bien, et ensuite ce sera la victime de s'excuser. C'est ça qu'on aime, la loi du plus fort. Sa mère vient ensuite lui bourrer le mou. Kevin dit qu'il a pas envie de partir avec eux, et qu'il souhaite passer ses vacances tout seul, et on se doute pas du tout que ça va être très utile par la suite. Oh merde, les casseurs flotteurs s'échappent de prison. La nuit passe, le Uber arrive, et bim, contrairement au premier volet, les parents sont complètement dépassés, parce que le seul réveil de la maison que personne n'a pensé à vérifier avant d'aller se coucher n'a pas sonné. Et que le clignotement insupportable n'a réveillé personne, et que personne ne s'est réveillé avant bien entendu. La famille de Boulet se met à courir jusqu'à l'aéroport. Oh mon dieu, on a oublié Kevin. Mais non, c'est bon, il était assis à l'avant. Et ensuite, dans l'aéroport, court jusqu'à leur avion. Mais Kevin a plus important à faire. Il doit mettre ses piles dans son dictaphone. Il a 4 heures de vol à glander pour s'en occuper. Mais voilà, le sens des priorités. Et bien sûr, il perd sa famille. Bon, après, pour avoir déjà pris l'avion avec des gosses, effectivement, c'est le merdier, surtout avec la tribu qui se trimballe. Moi, je vois la première fois que j'ai pris l'avion avec ma fille, elle va avoir 3 mois. Et bien, honnêtement, il y a une chance sur 2 que j'ai pas récupéré la bonne à l'atterrissage. Et bref, Super Kevin perd son père. Oh putain, je vois déjà les cours de français dans 50 ans quand les mecs analyseront des vidéos YouTube. Tu sais, avec les professeurs de français qui cherchent toujours d'explications de texte sous le moindre caillou. Donc là, c'est vos volets, de par son allitération en père. Dans sa phrase, l'auteur a voulu exprimer une sorte de mal-être intérieur dû à l'absence de figure paternelle dans cette société du début du XXIe siècle, tuée par Sandrine Rousseau.
Ouais, voilà, donc c'est exactement ça. Il perd il pomme son daron, donc, mais par un heureux concours de circonstances, il arrive quand même à embarquer, alors qu'il n'a pas le bon billet. Ouais, c'était 9 ans avant les attaques du 11 septembre, c'était chill, hein, la sécurité à l'aéroport. D'ailleurs, il n'a même pas une place attribuée et s'assoit un peu là où il y a de la place, hein, sans chercher le reste de sa famille. Kevin commence à tailler le bout de gras avec son voisin, qui se trouve être espagnol. ¿Quién te lo ha dicho? Yo vengo de España. En VF, parce que si on la passe en VO, le monsieur est français. Moi, je viens de la France, je suis un touriste ici. Oui, monsieur, dame. Il vient de la France, il est un touriste ici. Tu parles français un petit peu? Moi, je parle pas l'anglais du tout. Bref, je vous avais prévenu, on est sur un scénario totalement différent, puisque cette fois, Kevin n'est pas resté à la maison, il s'est juste trompé d'avion et part à New York quand sa famille va en Floride. Kevin débarque, mais bien entendu, il retrouve absolument personne. De son côté, la famille atterrit également, récupère ses bagages sur le tapis, et c'est seulement à ce moment-là, hein, après 4 heures de vol donc, qu'ils se rendent compte que Kevin n'était pas avec eux. Il est vrai que l'expérience de l'année dernière n'était pas suffisamment traumatisante pour ne pas surveiller le gamin en permanence, et ne pas s'inquiéter que personne ne l'ait vu dans l'avion. Et là encore, le parti pris de l'innovation. Là où dans le premier film, elle s'en apercevait dans l'avion. Là, la mère s'en aperçoit une fois descendue. Totalement différent. Kevin, lui, regarde par la fenêtre et se demande bien de quelle ville il peut s'agir. Metropolis, Gotham City. À noter que le film en anglais s'appelle Home Alone, seul à la maison. Alors oui, là il est bien tout seul, mais il est pas du tout à la maison. Donc, supériorité aux Français. Gardez-le, votre anglais! Ah, et puis en français, c'est pas beaucoup mieux, hein. Il a pas raté son avion, il a juste pris le mauvais, tu vois. Alors que moi, par contre, c'est vrai que je l'ai raté une fois, l'avion, je devais partir en Guadeloupe. Ça a un rapport avec Noël? Non. Bah c'est super, bah tu raconteras ça à tes potes sur le chemin du retour alors. Mais... Bon, du coup, il est content parce qu'il aura pas trop chaud à Noël. Qui a envie de passer Noël dans un horrible climat tropical? Et débarque dans la Grande Pomme. Oh, les tours jumelles. Ça me rend tellement triste de les voir comme ça. Alors, par contre, je sais pas si c'était normal ou quoi, si c'est à cause du froid ou si c'est parce que Macaulay Culkin était une telle méga star à l'époque qu'ils ont privatisé la terrasse pour le tournage, mais très étrangement, il y a des gains quand même là-haut. Bon, bien entendu, les parents vont chez les flics signaler la disparition et leur demandent si c'est déjà arrivé. Lui est-il arrivé de se retrouver quelque part complètement seul? Non. Bah, en un sens, si. Et bien entendu, constat d'échec, hein, pas la moindre idée de où il peut se trouver. Et les casseurs flotteurs débarquent également dans Big Apple via un camion de poissons. Kevin débarque dans l'hôtel dont il avait vu la pub à la télé la veille et croise bien entendu les casseurs flotteurs juste devant. Bah oui, comme New York c'est une toute petite ville, en fait c'est normal de se croiser de manière intempestive quoi. Et Kevin tombe également sur Donald Trump, qui était pas encore complètement orange. Oh putain, j'ai osé critiquer le maquillage de Donald Trump. Je vais encore me prendre des sauts de merde moi. Anyway. Richard Darbois nous représente le Plaza. Descendez au Plaza, l'hôtel connu dans le monde entier. Et Kevin, qui est oublié d'être confiant, enregistre sa demande de réservation sur son dictaphone. Allô? Ici Peter McAllister, le père. Je voudrais réserver une chambre. Puis il modifie la voix pour la rendre plus grave. Et la réceptionniste, elle, qui par contre n'a pas du tout oublié d'être con, n'est pas du tout choquée que Defecator réserve une piole au Plaza. Ici Peter McAllister. Et bim, l'hôtel est réservé. Je vous souhaite un bon séjour. Kevin se la joue Axel Follet, mais bon, Tim Curry, on lui fait pas à lui. Hein. Il est un tout petit peu circoncis quant à la présence de Kevin seul, mais il peut quand même monter dans sa chambre crème. En Floride, ça se passe pas très bien. Le flic arrive avec la bonne nouvelle, hein, après avoir appelé Chicago. Aucun signe de lui. Non, lui, clairement, il vit sa meilleure vie. Faut que je pense à interdire à ma meuf et à ma fille de voir ce film, parce que sinon elles vont me demander les mêmes vacances au Plaza New York. Hein. Et on lui sert des glaces de la taille de l'Empire State Building. Hello, Stéphane Plaza New York? Yes, I call for a booking. For 3 people? What? For 3? No, for one. Pas déconner non plus. Tim Curry, qui commence à sentir un petit peu le coup fourré, essaye de voir si le gamin est pas en train de lui monter un char. Est-ce que vous préparez un sale coup? Donc Kevin refait le coup, fait le coup, puisque c'est totalement original par rapport à la dernière fois, où c'était avec un personnage en carton, hein. Mais là non, c'est avec un bonhomme gonflable, et il se sert de l'enregistrement de son oncle, hein, qu'on se doutait pas qu'il allait servir plus tard. Sors tout de suite de là, sale petit pervers. Heureusement, le son de son, donc là, avec son allitération en son, le son de son dictaphone est en Dolby DTS, Atmos, THX, haute restitution, puisque le gars, il croit sans problème. De leur côté, en Floride, finalement, c'est toujours pas foufou. Et la famille de Kevin lui manque un petit peu quand même. C'est un mauvais montage photographique, il manque le haut des cheveux de votre frère. Tim Curry commence vraiment à avoir des doutes pendant que Kevin se balade dans New York en limousine. Oh, un plan à la Wes Anderson. Oh là là, ces fans doivent être en PLS tellement ce plan est incroyablement symétrique. On retrouve nos deux génies du crime qui décident de monter un coup en barbant la recette du magasin de jouets Duncan qui doit aller à l'hôpital Sainte-Anne pour les enfants malades. Magasin qui est pile celui où Kevin veut aller, hein, ce qui encore une fois est tout à fait logique, hein, New York, Vierzon, même combat, hein, tout petit, tout le monde se croise. Marvin et Harry se planquent dans les petites maisons en échafaudant leur plan en attendant que tout le monde se barre. Putain, quand je vois la maison là, faut vraiment pas que ma gamine voit ce film, hein, elle va péter un câblage. Kevin sort du magasin et Tic et Tac lui tombe dessus. Mais il s'échappe et commence déjà à les martyriser.
Bon, finalement, les gars de l'hôtel se doutent un petit peu qu'il est en train de leur monter un turban, mais personne n'arrive à l'attraper. Bon, finalement, la course-poursuite dans Obi-Wan, c'était pas si dingue. Monsieur, c'est le concierge. Kevin refait le coup du film noir, mais encore une fois, c'est totalement original, puisque non, hein, c'est pas du tout le même film que dans le premier. C'était un gars dans le premier, là c'est une femme. Et toujours, hein, le son de la télé en 7.11 THX Surround, donc personne ne se doute de la supercherie. Il y a un client fou avec une arme. Kevin s'échappe et tombe directement Dans les bras de tonton. parce que New York, en fait, c'est une rue et demie et deux maisons. Et il retombe sur la blonde qu'ils avaient vue la veille. Parce que New York, tout petit, tout ça. Et Kevin arrive encore à leur échapper. Harry se méfie un peu du gosse quand même, mais Marvin est beaucoup plus confiant. Je tiens pas tellement à faire un coup avec lui dans le coin. Cette fois, il a pas une maison pleine de trucs dangereux pour faire rien qu'à nous embêter. Là, le gamin se retrouve tout seul dans une ville inconnue, et finalement dans une autre maison remplie de trucs dangereux. Non, mais c'est totalement différent, parce que là personne n'y habite, puis c'est pas sa maison. Et c'est toujours pas la joie en Floride. En plus, c'est con de regarder des trucs en espagnol, hein, dans des bolos. Alors qu'avec NordVPN, il pourrait juste... Pardon. Pour le coup, je suis assez d'accord avec Kevin, on passe pas des vacances de Noël en Floride, bordel. Et Kevin tombe sur une adulte craignos dans le parc, la femme au pigeon. Il se remet à gueuler, hein, normal, mais bon, finalement, elle a juste l'air chelou, mais elle est pas méchante, quoi. Hein, voilà. Et ça n'a strictement rien à voir avec le mec cringe du premier film. Totalement différent, puisque ici, encore une fois, c'est une femme. Et il décide de lutter contre sa priori. C'est toujours ça qu'il faut faire. Alors regardez John Wick, hein, s'il n'avait pas aussi fait confiance à un mec avec des pigeons, bah il serait mort. Bon là, le gamin, à peine présomptueux, commence à donner des leçons de vie aux grandes personnes. Sans vous vexer, moi je trouve que c'est quand même un peu idiot de votre part. Mais tais-toi, petit con! Un tissu de blabla de bien-pensance pleine de miel et de guimauve, avec des phrases toutes faites qu'on dirait un album de Zazie. Et Kevin demande à la dame du parc de dire au revoir à ses pigeons pour lui, et elle lui répond « Oh, ils s'en foutent !» Oui, s'en foutent. Kevin passe alors devant l'hôpital Sainte-Anne et se souvient du plan des deux malfrats et est bien décidé à leur mettre un gros stop. Là, le gamin passe en mode agence touriste, ou MacGyver, mais curieusement, ce genre de truc m'a toujours plus marqué dans l'agence touriste que dans MacGyver. Bon, après, il est juste en train de saboter la barque de son oncle en plein travaux, hein. Donc en gros, si les deux cakes ne passent pas, c'est juste les ouvriers à leur retour de vacances qui n'ont rien demandé, qui vont se faire détruire la tronche en fait. Notre enfant est perdu dans une des plus grandes villes du monde. Plus grande ville, t'es sûr? Bah non, c'est bizarre, les gens arrêtent pas de se croiser. C'est étrange ça. Comment c'est possible? Tim Curry ne manque pas de montrer l'insolence propre à tous les directeurs de palace. Si je peux me permettre, madame, votre fils est perdu dans une des plus grandes villes du monde. Ah bah si, j'ai suffisamment bossé à Cannes, c'est exactement comme ça que ça se passe. Maria Carey? Comme de la merde, il lui parlait. Tom Cruise, le nain, il appelait devant lui. Et c'est lui qui devait porter ses propres valises. Bon, le mec passait par la façade pour monter, mais même. Kevin transporte des planches dans les rues désertes et Jonathan et Jennifer sortent enfin de leurs planques dans le magasin qui, fort heureusement, et bien pratiquement, n'a pas vidé ses caisses. Non mais c'est toujours la procédure, bien sûr. Surtout après le plus gros pic de vente de l'année, laisser toute la recette dans un vieux tiroir caisse en bois. Mais par chance, Kevin est là pour contrecarrer leur plan. Histoire de garder un peu des preuves de leurs méfaits, il les prend en photo avec son Polaroid et commence à mettre en place les pièges de Will Coyote. Kate tente de retrouver Kevin chez son oncle dans l'Upper East Side, mais bien sûr, il se loupe pas 2 secondes. D'ailleurs, l'adresse en vrai, ça ressemble à ça. Et si vous cherchez le vrai bâtiment, bah désolé de vous décevoir, mais il n'existe pas vraiment. C'est juste une façade dans les studios d'Universal à l'autre bout du pays, à Los Angeles. Bref, les deux loustiques rejoignent Kevin dans sa nouvelle planque, mais cette fois-ci, hors de question de foncer tête baissée. Non, encore une fois, ce film est radicalement différent du premier. Ils réfléchissent avant d'agir et lui proposent de... Tu jettes ton appareil en bas et on te fera pas de mal. Un Polaroid donc, hein, voilà, avec lequel Kevin a déjà pris plusieurs photos. Non, mais c'est pour ça que Harry, c'est le cerveau du duo, en fait. Le contrat de confiance étant passé, les deux génies font maintenant une confiance aveugle à Kevin qui n'a pas peur, à l'inverse, de tuer des gens en leur balançant des briques directement dans la tronchetasse depuis 10 mètres de hauteur. Ouais, dans le mille. Bon, Marvin, qui visiblement a un crâne en adamantium, se relève et s'en prend une deuxième et une troisième. Donc là, le gars, soit il dort pendant 3 semaines, soit il fera des cauchemars à vie. Et de 4. Il décide donc d'attaquer. Mais Marvin, qui n'a plus toute sa tête, tire sur la poignée, qui se dérobe. Et là, il se dit pas, tiens, il y a peut-être un piège. Donc non, il se dit, bah tirons jusqu'au bout. Et puis bah ça marche pas, donc il tire encore un peu plus fort. Puis encore un peu plus fort. Et il le fait 3 fois. Harry tente l'échelle de secours, préalablement enduite d'huile, et Marvin emploie la méthode à l'ancienne. Oui, ça va bien les demi-mesures, hein, au bout d'un moment, voilà. Mais bien entendu, dans l'entrée, il n'y a pas d'entrée. À peine relevé, Marvin, qui a toujours pas appris à regarder où est-ce qu'il marche, se jette directement dans une flaque de graisse et finit encore le cul par terre et se met, pour une raison quelconque,
à avancer et finit dans la peinture. Harry se relève après avoir pris taquet d'outils sur la tronche et allume les ampoules, tout simplement pour voir où il va. Et là, petit oubli de Kevin qui n'a pas pensé à remplir l'ampoule d'essence et de grenaille, histoire de jouer les terroristes jusqu'au bout. Mais quand même, Harry se méfie des ampoules. Bon, pas tellement, puisque il a 2 cm quand il les allume, mais quand même. Bon, après les briques dans la mouille, Kevin n'hésite pas à balancer à Marvin du 25 000 volts dans le plus grand des calmes, pendant qu'Harry, qui n'est toujours pas plus méfiant au niveau des ampoules, allume la dernière qui, en fait, déclenche une sorte de chalumeau et lui fait cramer le dessus du cigare. Donc son premier réflexe, bien entendu, c'est d'enlever son bonnet et de le jeter au sol pour les... Ah non, il se jette en mode ATR dans les chiottes préalablement remplies de produits inflammables et fait sauter la piole. Donc là, on est d'accord sur 2 choses à ce moment-là du film. Les casseurs flotteurs sont en fait des Saiyans de la planète Vegeta pour résister à ça, et la place de Kevin est à l'asile, ou dans une prison de très haute sécurité. Marvin tire sur une corde qui pend, parce que bien entendu, c'est le truc qu'on ferait tous, et se mange un sac de plâtre sur la courge. Et là, on part sur une allégorie de la dualité du bien et du mal, puisque Marvin est tout en blanc, tandis qu'Harry fait un blackface. Comme préalablement saboté, l'échelle cède sous le poids de Harry. À la deuxième tentative, il décide de prendre les escaliers. Et cette fois, quand même, un peu méfiant, il se jette pas dans la gueule du loup. Ils attendent que Kevin lâche ses pièges. C'est-à-dire 2 pots de peinture pleins, que les mecs se seraient donc pris direct dans la mouille, et cette fois ils les esquivent. Mais Kevin avait prévu le deuxième effet, avec cette fois carrément une barre en métal. Donc là ils se prennent l'énorme barre de métal en direct dans la tronche sans correspondance, décollent des 2 pieds, se fracassent l'occiput dans les 2 pots qui pendaient là, et tombent 4 mètres plus bas, avant de se reprendre la barre, en plus en travers du sgeg. Non, là même les gars du commando Wagner ils se disent non c'est abusé. Mais Kevin trouve que c'est encore pas assez, donc il y va direct au chariot à outils rempli qui descend bien droit les escaliers. Mais la curiosité étant un très joli défaut, il reste derrière la porte à écouter ce qui se passe. Kevin s'échappe alors par une corde depuis le toit, et plutôt que de redescendre par les escaliers, les 2 gars se disent que c'est une bonne idée de tenter l'aventure également. Mais comme vous pouvez s'en douter, Kevin a déjà préparé la corde, il l'a piégé avec du kérosène. Non, le gamin est parfaitement équilibré. Quand je pense qu'à une époque, la machine à remonter dans le temps de Retour vers le futur devait être un frigo et que Spielberg n'a pas voulu de peur que les gamins se coincent dedans, faut vraiment pas que ma fille regarde ce film. Devant l'évidence, les 2 gars doivent lâcher la corde depuis le 3e étage, tombent par terre, puis se prennent des pots de lasure sur la tronche, histoire de rajouter l'intoxication chimique à tous les autres désastres. Kevin s'échappe mais se prend les pieds sur de la glace vive, après avoir appelé la police quand même, et se fait rattraper. Ils amènent Kevin dans le parc pour le buter, et posent comme par hasard pile devant la dame aux pigeons, qui leur balance des graines et se font attaquer par les rats volants. Et là, Columbus nous fait un remake très osé de Hitchcock. Il n'y avait pas ça dans le premier film, Alors si, oui, il y a quand Kevin est sous la douche et qui crie façon psychose, mais à part ça, non. Bon, finalement, il manquait plus que des pétards aux petits terroristes en herbe, et c'est chose faite. Les flics débarquent sur les indications extrêmement précises de Kevin qui leur avait bien dit de suivre les feux d'artifice, à une époque où on pouvait encore concilier les deux. Les malfrats se font arrêter, Kevin a gagné, et sa mère est toujours à sa recherche. Elle tombe sur des flics qui se sentent pas plus concernés que ça. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Quand soudain, elle a la révélation. Je dois aller à Rockefeller Center. Bon, sous ses airs de petit ange, Juste le temps qu'elle me pardonne. il se rend bien compte quand même que c'est une belle graine de vermine, le Kevin, et il se retrouve. Blablabla, câlin, neige, petite musique de John Williams, vraiment beaucoup de neige, et livraison de cadeaux de chez Duncan qui savait qu'il créchait là parce que. Le petit frère de Macaulay, qui décidément boit beaucoup trop de coca, se réveille et le sapin est miraculeusement garni. Et là, c'est le Vietnam. Kevin se souvient de sa promesse et file voir la clodo aux pigeons pour lui offrir une des 2 colombes que Duncan lui avait offert. Du coup, c'est compliqué d'arriver à se décider entre le vrai gamin au grand cœur façon Harry Potter ou l'espèce de psychopathe froid et calculateur. Ils reçoivent la note pour la chambre d'hôtel qui s'élève à 967 $. Bon, c'est pas fou, c'est ce que dépense 12 parsec en pastis par mois ou moi en Red Bull par semaine. Mais bon, ouais, ok, inflation, tout ça. Donc là, le papounet, il pète un câblage. Sauf que faut remettre un petit peu les trucs dans leur contexte. La chambre et les cadeaux, offert. La limo, cadeau visiblement aussi. Les mecs ont pas payé un pourboire à Rob Schneider qui, pour la suite de sa carrière, a dû enchaîner les chefs-d'œuvre. Et en même temps, s'il avait fait attention à Kevin, il se serait pas perdu. Et s'ils étaient pas perdus, ils seraient allés passer leurs vacances de merde en Floride sous la pluie. Donc bon, en vrai, Noël aurait pu devenir 6 fois plus cher, donc je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Et donc voilà, fin du film et fin de carrière pour Macaulay Culkin également. Maman, j'ai raté l'avion, c'est vraiment le genre de film que les enfants adorent regarder, qu'on regardait nous-mêmes quand on était gosses, et dont on a un excellent souvenir vraiment lié à Noël. Alors oui, ça a mal vieilli, oui, certains trucs sont complètement stupides, voire carrément trop violents et dangereux, mais en vrai, les gamins de maintenant prennent toujours autant de plaisir 30 ans après à le regarder. Et c'est ça, la magie de Noël. Des histoires intemporelles qui parlent à tous.
Passez tous d'excellentes fêtes, prenez soin de vos proches. Si jamais vous cherchez des idées cadeaux, il y a ma vidéo qui est toujours disponible, voilà, en fiche et en description. Pensez à donner à des associations plutôt que des cadeaux qui se font pas plaisir et qui vont finir à la poubelle. Et sinon, n'hésitez pas à donner un peu de votre temps à ceux qui en ont besoin, comme Duncan le fait avec les enfants malades. Nous, on se retrouve l'année prochaine en pleine forme avec plein d'invités et des vidéos toujours plus stylées. Et n'oubliez pas que la magie de Noël est partout.